Bonsoir et merci de votre fidélité. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour l'année 2014 à tous les téléspectateurs de la chaîne nationale et internationale Télé Sahel. Retenez que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant nomination au grade supérieur d'un aspirant des forces armées nigériennes. Au terme de ce décret est nommé au grade supérieur au titre de l'avancement normal l'aspirant des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er octobre 2013 au grade de sous-lieutenant l'aspirant Ali Alfari, matricule 05 698. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole Foumakoye Kodo, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique Hassoum Massaoudou, le directeur de cabinet du ministre de la Justice et le gouverneur de la région de Niamey se sont rendus ce matin sur le chantier de construction de la centrale thermique de Gorubanda et les couloirs des ligues 132 kV en provenance du Nigeria et 106 kV Niamey 2 alimentant Kolo et Saï. En présence du directeur général de la Nigélec, ces autorités sont allées constater l'état d'avancement de ces travaux qui ont débuté il y a 2 mois et qui sont déjà significatifs. Nos reporters Gérard Ablaziz et Isaac Issa y étaient également. À leur arrivée à Gorubanda au chantier de construction de la centrale thermique diesel de 100 MW, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, celui en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le gouverneur de la région de Niamey et le directeur de cabinet du ministre de la Justice ont été agréablement surpris par l'avancée des travaux. La base vie de Sino Hydro, l'entreprise chinoise chargée de l'exécution du projet, a pris forme 2 mois seulement après le démarrage des travaux. 350 tonnes de matériel sont déjà là et 3 expéditions de matériaux sont attendues du port de Cotonou. Le coordinateur du projet, Abdelkarim Nomakaka, et le directeur général de la Nigélec, Khalid Alassane, ont souligné 3 défis à relever. Il s'agit de la sécurisation et de l'alimentation en eau du site et l'occupation anarchique par des habitations à Saga et Gamkale des couloirs des lignes d'évacuation de l'énergie produite par la centrale. Pour ce qui est de la problématique de l'eau, plusieurs sondages géotechniques réalisés sur le site et le long de la voie d'accès pour la recherche d'eau ont relevé un débit très faible, moins de 2 mètres cubes par heure, ce qui est très insuffisant pour l'ensemble des besoins en eau dont le débit requis est de 60 mètres cubes heure. Pour cette raison, l'alimentation en eau de la centrale ne peut être assurée que par un pompage sur le fleuve Niger. Pour ce faire, des conduites et des équipements seront posés entre le fleuve et le site à travers des propriétés privées. L'étude préliminaire de l'alimentation en eau est en cours et une demande de déclaration d'utilité publique sera transmise aux autorités compétentes dès que le site de pompage et le linéaire du tracé seront connus. Mais c'est à Saga et à Gamkale, visités par nos autorités, qu'il y a beaucoup plus de pain sur la planche. L'occupation anarchique par les habitations des couloirs des lignes d'évacuation de l'énergie a un impact très significatif dans la réalisation du projet. En effet, c'est sur ce tronçon d'une longueur d'environ 4 km que sera construite la nouvelle ligne 132 kV en provenance de Gorubanda, nécessitant ainsi le décrépissement total du couloir. Néanmoins, pour le cimetière, une solution technique a été envisagée pour permettre son surplomb. À l'instar du couloir de la ligne Saga-Niamey 2, les couloirs des lignes Gorubanda-Saga et Gorubanda ex-poste rive droite devront être libérés afin de permettre la construction des lignes haute tension 132 et 66 kV prévues dans le cadre du projet. Une demande de déclaration d'utilité publique les concernant a été déjà transmise aux autorités de tutelle. Les gens sont venus construire parfois sous la ligne, vous avez les images. Nous avons des gens qui ont construit latéralement à la ligne, mais dans l'emprise de la ligne, ce qui est tout à fait complètement dangereux. C'est d'abord dangereux pour les populations qui se sont installées là, parce qu'en cas d'incident, ça peut provoquer vraiment des dégâts, y compris des pertes humaines par électrocution. D'autre part, c'est des occupations sauvages, parce que ce couloir ou cette autoroute de l'énergie a fait l'objet d'une expropriation depuis 1976. Donc il n'était pas question, il n'était pas autorisé à des personnes de venir donc s'y installer. Il se trouve qu'avec la construction de Gorubanda, très incessamment, on doit commencer la reprise de cette ligne pour d'abord amener l'électricité de Gorubanda et la brancher
sur cette ligne qui vient du Nigeria. Et il faut refaire totalement la ligne qui alimente les départements de Kolo et de Saï. Pour les refaire, ça veut dire qu'il faut démonter ces pylônes, il faut monter de nouveaux pylônes, il faut dérouler les câbles. Et vous avez constaté que ce n'est pas possible. Il y a des endroits où même une petite voiture ne peut pas passer, à plus forte raison des gros engins qui doivent faire ce travail. D'où la question de quoi faire. Ce qu'il y a à faire, c'est que force doit rester à la loi. Les gens qui ont occupé illégalement un espace public doivent être déguerpis. Donc nous voulons que vous soyez des témoins de cette occupation illégale, mais également rentrer dans la sensibilisation pour que ces gens comprennent qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent commencer à déménager. Autrement, ce serait la force qui va intervenir pour le faire. Nous espérons qu'on ne va pas arriver à cette extrémité et qu'avant le début des travaux, qui sont attendus, parce que la ville de Niamey a besoin de cette énergie-là. Si on ne construit pas la ligne, on va avoir une centrale qui ne pourra pas alimenter la ville, donc ce qui serait une aberration. La construction de la centrale thermique diesel 100 MW qui va durer 20 mois est un projet qui tient à cœur au président de la République, Issou Mahamadou. Elle va permettre en effet de renforcer les moyens de production nationale d'énergie électrique de manière générale et en particulier de satisfaire la demande énergétique de plus en plus croissante de Niamey, la capitale. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'Union européenne. L'Union européenne a procédé au deuxième décaissement de l'appui budgétaire au Niger au titre de l'année 2013, conformément au calendrier de décaissement du programme pluriannuel d'appui à la réduction de la pauvreté et du contrat de bonne gouvernance et de développement. Le deuxième décaissement d'appui budgétaire de l'Union européenne au titre de l'année 2013 a été finalisé le 18 décembre 2013 par les autorités compétentes à Bruxelles. Ainsi, plus de 8,5 milliards de francs CFA ont été décaissés au profit du budget 2013 et équitablement repartis entre le programme pluriannuel d'appui à la réduction de la pauvreté et le contrat de bonne gouvernance et de développement. Ce montant vient s'ajouter à plus de 14,4 milliards de francs CFA préalablement décaissés en juillet dernier. Le ministre de l'Emploi et du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément à la loi numéro 98-05 du 29 avril 1998, instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006, la journée du mercredi 1er janvier 2014, correspondant au premier jour de l'an, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques avait conduit une délégation à Bamako au Mali. La délégation a tenu des séances de travail avec les techniciens du sous-secteur. Objectif, échanger et partager les expériences, notamment sur l'approche par compétences. Le commentaire de Jibril Namalka. C'est dans un souci d'appropriation d'outils nécessaires de l'orientation de leur propre action dans la construction du processus de mise en œuvre de l'approche par compétences que le ministère des Enseignements techniques et professionnels, avec l'appui de la coopération luxembourgeoise, a effectué une mission à Cotonou au Bénin et à Bamako au Mali. Tout comme au Bénin, à Bamako, la délégation a eu une séance de travail avec les techniciens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Des échanges positifs permettant d'une part aux techniciens nigériens d'orienter leurs propres actions dans la construction d'un cadre national de certification professionnelle et de validation des acquis professionnels et expérientiels en cours au Niger. Et d'autre part, développer des solutions de formation inspirées des modèles visités. Il s'agit pour nous d'échanger avec les techniciens maliens sur un certain nombre de pratiques, en l'occurrence l'apprentissage par compétence et le système dual. Le troisième objectif, c'est de voir au niveau de la certification des validations des acquis professionnels. Et
par rapport à la certification et à la validation des acquis professionnels. C'est quoi la validation des acquis professionnels? Il s'agit en fait de voir tous ces milliers d'artisans qui sont formés sur le tas, ou ceux qui ont appris par imitation en famille, de voir en fait tous ces professionnels-là comment donc valoriser leur profession en essayant donc de voir comment leur délivrer des certificats relativement aux compétences qu'ils maîtrisent. Nous savons très bien que cette nouvelle approche pédagogique de la PC est très exigeante. Elle demande normalement beaucoup de moyens et beaucoup de formation. C'est-à-dire que pour que ça soit une réussite, il faut que les formateurs soient bien formés, que les équipements soient disponibles, que les programmes ou les référentiels soient disponibles. A noter que la délégation conduite par le directeur de cabinet, Dr Abdoulaye Bouché, a eu à visiter plusieurs centres de formation, dont entre autres le centre professionnel et technique privé Guibert de Titibougou, celui de Missabougou et l'école centrale d'industrie, de commerce et d'administration ESICA de Bamako. De présentation des résultats du dénombrement des girafes du Niger, édition 2012, par la Direction générale de l'environnement et des eaux et forêts. C'était en présence du ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et son homologue du tourisme et de l'artisanat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce communiqué du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a l'honneur de porter à la connaissance de la population que par arrêté 092-MC-DGC-DCI-LCVC et numéro 093-MC-DGC-DCI-LCVC du 31 décembre 2013. Les prix de vente détail à la pompe des hydrocarbures pour le mois de janvier 2014 sont ainsi fixés sur toute l'étendue du territoire national. Super 91, 540 francs CFA, le litre reste inchangé. Gasoil 538 francs CFA, le litre reste inchangé. Mélange 2 temps 613 reste inchangé. Pétrole lampant 496 francs CFA, le litre reste inchangé. Ces prix entrent en vigueur le 1er janvier 2014 à partir de 0 heure. Deuxième communiqué, le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a l'honneur de porter à la connaissance de la population que par arrêté numéro 0424-MC-DGC-DCI-LCVC du 31 décembre 2013. Devenu aujourd'hui un patrimoine mondial. C'est vraiment la consécration de la valeur historique et culturelle de cette ville au niveau national et au niveau international. Et vous avez vu aussi que la population d'Agadez y est très attachée. Je crois qu'elle n'a jamais manifesté autant de joie, de réjouissance pour fêter. Et ça a été fêté dans un cadre traditionnel et dans la cour du sultanat et de l'Aïr. La célébration est un signal fort à l'ensemble des Nigériens et de la communauté internationale pour prouver notre attachement et notre détermination à faire de cette institution un modèle de notre pays. Et c'est pourquoi vous avez vu les moyens ont été mis pour que cette mobilisation soit conçue une invite pour le Niger afin qu'il puisse travailler pour que le centre de l'Agadez soit véritablement préservé et qu'il soit au profit des générations présentes et futures. Ça va nous inciter à travailler pour inscrire d'autres biens. La réussite de cette fête, ou du moins l'adhésion massive des acteurs nationaux et internationaux à cette fête, doit être maintenue, mais cette fois-ci pour réussir l'autre important combat, à savoir la restauration progressive de ce centre.
Après la fête consacrant l'inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine mondial, le véritable travail des autorités nigériennes et de la population d'Agadez avec l'appui bien sûr des partenaires et la restauration, une réhabilitation qui a déjà débuté grâce au soutien de l'Union européenne à travers le PASOK, et c'est la maison du boulanger et le cimetière des martyrs qui sont en train d'être restaurés. Les habitants de la vieille ville d'Agadez et les cadres du ministère de la Culture ont visité ces sites réhabilités. Retrouvons Moussa Hamani et Ibrahim Marikou. La fête de la célébration de l'inscription du centre historique d'Agadez a été belle. Mais après ces réjouissances, l'heure est à présent au travail. Et surtout à la mobilisation générale de la population de l'Aïr, notamment celle du centre historique d'Agadez et des partenaires du Niger à la réhabilitation de ce centre. L'Union européenne, à travers le PASOK, a déjà adhéré à cette initiative. D'où la restauration de la maison du boulanger ou la maison de Sidika et celle du cimetière des martyrs dont les travaux se poursuivent activement. La fête c'est fini et la fête ce n'est qu'un début. C'est le début maintenant d'une importante entreprise de réhabilitation avec le soutien de la population qui est là, que vous voyez derrière nous. Nous avons commencé la restauration très vite. À l'espace de 2 mois, nous avons réussi à restaurer et intégralement la maison du boulanger. Vous avez vu, elle est restaurée intégralement. Le chantier et le cimetière de martyrs. Et le cimetière de martyrs, nous sommes en train de reprendre la clôture.